Voilà, Mounir Rochdi, on ne présente plus, donc, qui nous a présenté hier l'intérêt de la cartographie dans le cycle de la veille. Donc, Mounir Rochdi de Sillon va nous présenter quelques retours d'expérience de l'utilisation de la cartographie par des entreprises au Maroc. Et ensuite, donc, nous laisserons quelques minutes pour des questions pour Olivia et Mounir. Il y aura sûrement des questions sur la curation. Plus courte que mes collègues, parce qu'il y aura moins de schémas, on va dire. Oui, je sais que vous êtes tous fatigués aussi, c'est bon. Vous êtes tous fatigués, moi aussi, donc c'est la dernière avant la pause, donc ça va. Ce que je vais présenter, c'est une expérience avec 3 entreprises marocaines avec lesquelles nous travaillons. Je vous dirai qu'est-ce qu'elles font avec la cartographie, mais vous ne verrez pas ce qu'ils ont fait avec la cartographie, c'est ça la différence. Parce que je ne peux pas. Et ça, bien entendu que je vais en parler. Je ne fais rien en secret, mais vous saurez en plus le nom de l'entreprise, qui est aussi pas mal. Et vous verrez aussi l'expérience des ministères. Donc je vais commencer avec Managem, le groupe Managem. J'imagine que vous le connaissez, c'est un très grand groupe minier marocain. Qu'est-ce qu'il fait avec la cartographie? Alors là, c'est la partie recherche et développement de Managem. Managem cartographie les brevets et les informations scientifiques et techniques issues de plusieurs bases de données. Pourquoi il les cartographie ça? C'est pour identifier des innovations qu'ils peuvent, eux, appliquer dans leur travail minier, bien sûr. Ce n'est pas pour juste dire... c'est vraiment de l'opérationnel. Pour identifier de nouveaux concurrents. Et aussi pour identifier les déposants et les entreprises. Les déposants, ils peuvent par exemple leur proposer de travailler avec eux, si c'est des chercheurs, parce que ça reste, Managem ont un centre de recherche et développement très développé, donc ils peuvent lui proposer de bosser avec lui, ou alors des entreprises pour voir s'il ne peut pas y avoir un échange ou un accord ou un partenariat. Toujours dans le but d'améliorer leur activité minière. Nous allons voir l'exemple de la MASEN, l'agence marocaine de l'énergie solaire. Comme vous savez, la MASEN implante ce qu'on appelle des fermes solaires dans des régions marocaines. Mais avant de s'implanter, je veux dire, ils ne le font pas comme ça. Bien sûr, alors, il y a des études économiques dans des ministères, dans des agences de développement, dans des offices. Mais au fait, pourquoi je vous montre cet exemple? On fait de la cartographie, voilà, c'est très long, marché énergétique, électrique, solaire, régional, politique. Au fait, on va voir tous ces éléments dans une carte. On va cartographier, en fait, c'est une sorte de carte à plusieurs niveaux. Niveau politique, réglementaire, financement, projet industriel, scientifique. Et ce qui m'intéresse, ce que je voulais vous présenter, c'est surtout ça, territoire. Pourquoi? Je vous donne l'exemple de cette région-là, qui s'appelle Aïn Ben Mdhar. Je ne pense pas qu'il y a aïnbenmdhar.com pour avoir les informations sur cette région. Oui, mais il n'y a pas. Oui. Non, mais vous allez voir. Attention, je suis de la région, donc je ne me moque pas, puisque je suis de Oujda. Donc je ne me moque pas. Voilà. Mais je vais vous dire. Alors, il y a des informations qu'il faut chercher. On fait peut-être de la cartographie avec de l'information électronique et des sources. Mais il y a certaines informations, même pour les intégrer dans la cartographie, il faut aller les chercher sur le terrain. Donc on va aller parler avec un chef de village, avec un homme très âgé qui est dans la région, parce que c'est plutôt là où on va mettre la ferme solaire, c'est pas dans la ville. Hein. C'est là où il n'y a rien, c'est ce qu'on appelle le no man's land. Voilà, on peut toujours aller chercher, hein, on dire est-ce que tu as une étude qui explique? Donc ces personnes ressources vont parler de la terre, est-ce qu'il y a peut-être des plantes qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas enlever, parce qu'une ferme solaire, ce n'est pas 2 mètres carrés. Je veux dire, c'est très très loin, ça va c'est très très grand. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à protéger? Est-ce que peut-être qu'on ne peut pas former la région à quelque chose pour peut-être aider à la maintenance de cette ferme solaire et du coup créer des emplois? Donc toutes ces informations sont dans la cartographie, mais cette partie-là devient carrément de l'information terrain. Elle n'est nulle part. Dans d'autres régions, on peut les trouver sur des bases de données, mais il y a toujours certaines informations qui ne peuvent
être que du terrain, et nulle part ailleurs. Là, on n'est plus dans l'histoire de 3% du web. Là, on est dans 0%, il n'y a rien, nulle part. Troisième exemple, ministère des Finances. Figurez-vous que le ministère des Finances avait fait une étude, enfin un rapport qui s'appelle Schéma de développement des régions économiques du Maroc. C'est en 2006 qu'il a utilisé la cartographie. Ça vous étonne? Vous dites, ah bon, depuis 2006, oui. Il a fait discrètement, il a utilisé en 2006. Cette cartographie se basait sur quoi? Là, ça c'est une information publique, le rapport est en ligne, donc là, vous aurez deux petits graphes. Il se basait sur le niveau d'accès aux services sociaux, de base particulièrement la santé et l'éducation. Il fallait cartographier les régions marocaines, et c'était ça les critères. Le niveau d'industrialisation, le niveau de vocation économique voué à l'agriculture et le niveau de l'activité touristique. Je ne vous montre que deux exemples. Donc, un exemple avec les régions. Donc là, on peut voir la Lyon, Bouche-d'Or, Oued Dahab, Kelmim, Tanger, Rabat Salé, Grand Casablanca. Alors, on peut se dire, pourquoi Grand Casablanca il est là? Alors, l'axe 2 correspond à l'industrialisation. Donc, on peut comprendre pourquoi Casa est apparaît ici. Il est tout au fond. Et l'axe 1, je résume, hein, c'est pas que ça, mais je vous résume. L'axe 1, c'est voué à l'agriculture. Bon, on voit très bien pourquoi Casa est tout au fond. Ça explique, tout est logique. Là, on parle de 2006, attention. Hein. Il y a certaines régions qui se sont déplacées maintenant, dans le temps. Un deuxième graphe, enfin cartographie, c'était processus de développement régional. Et pourquoi il y a eu cette cartographie? En fait, finalement, ça a permis de regrouper certaines régions et de créer 6 groupes d'études pour dire ces régions se rapprochent. On peut peut-être faire en sorte que ces régions s'échangent certaines compétences et se développent toutes en même temps. Donc on crée, c'est une sorte de cluster en fait, régional. On se dit, bah, elles sont toutes là, bah, peut-être ça serait bien qu'elles bougent toutes, et tout en même temps. Et ça, on le voit tout de suite dans la cartographie. Les tableaux, les statistiques sont là, je veux dire, on a les mêmes informations écrites, décrites dans le rapport, mais il faut se taper le rapport. Mais juste avec la carto, on voit déjà qu'il y a des régions qui se rapprochent. Dernier exemple, les autoroutes du Maroc. Les autoroutes du Maroc cartographient les prestataires et les fournisseurs. Vous savez qu'ils sous-traitent tout, surtout en ce moment, enfin, tous les projets qu'il y a de construction d'autoroutes, ils sous-traitent. Et vous savez qu'autour du Maroc, quand ils sous-traitent un tronçon, ils le sous-traitent à plusieurs prestataires pour aller plus vite. Si le tronçon fait 30 km, il y en a un qui va faire 10, il y en a un qui va faire 5, un autre qui va faire 7 pour aller plus vite. Mais s'il y en a un qui bloque, c'est tout le tronçon qui est bloqué. C'est ça aussi le risque. Donc qu'est-ce qu'on fait autour du Maroc? On va cartographier les prestataires et fournisseurs pour connaître le réseau financier des prestataires et fournisseurs, c'est-à-dire qui sont leurs actionnaires, quelle est leur santé financière, où est-ce qu'ils sont implantés, les pays dans lesquels ils sont implantés. On va faire la cartographie relationnelle des dirigeants, est-ce qu'il y a des relations entre les dirigeants de ces fournisseurs prestataires, est-ce qu'ils sont actionnaires dans d'autres entreprises qui elles aussi peut-être sont clientes d'ADM, mais à un niveau qui n'est pas directement lié aux dirigeants, du coup on ne le détecte pas. Parce que si on détecte un dirigeant est par exemple présent dans 3 ou 4 entreprises qui sont clientes d'ADM, ils peuvent renégocier les prix par exemple. Dire attends, tu as 4 entreprises qui bossent avec nous. On ne le voyait pas au début parce qu'il est peut-être juste membre du conseil, il est peut-être juste conseiller du... On ne le voit pas tout de suite. Avec la cartographie, on le voit, qu'il y a une relation avec toutes ces entreprises et ADM. Et il y a toujours la même personne qui revient. Donc ça permet de renégocier certains trucs. Les marchés du fournisseur, du prestataire, donc. Où sont tous ces marchés? Toujours liés aux autoroutes, hein, c'est ce qui les intéresse. Autoroutes, ponts, enfin tout ce qui concerne tout ce qui concerne le génie civil qui a été donné à ce fournisseur, à ce prestataire. Et la dernière partie dans la cartographie, tout ça, ça fait partie d'une seule cartographie. C'est ça ce qui est intéressant. Là, on n'a pas 4 cartographies, sinon ça ne sert à rien. Et ça, c'est le plus intéressant, c'est les incidents connus. Parce qu'il y a aussi en parallèle une cellule de veille qui remonte l'information. Si un incident connu d'un fournisseur quelque part dans un autre pays, sur un pont, je ne sais pas, il a construit un pont et le pont s'est effondré. Ça ressort tout de suite dans la cartographie avec une école par exemple d'Angers. Ah, pourquoi ce fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Le pont, qu'est-ce qu'il fait sur... Et là on commence à remonter.
c'est qui ce fournisseur, qu'est-ce qu'il fait, sur quoi il travaille, avec qui il travaille. Et là, est-ce qu'il fait la même chose chez nous? Dépend. Donc ça permet d'avoir aussi une cartographie des risques et d'anticiper. Attention, il y a un problème ici. Pourquoi? C'est le risque, c'est la gestion de risque. Plutôt que d'attendre à ce que quelqu'un le dise, non, on l'a tout de suite vu avec la cellule de veille. Et donc, on peut demander des explications aux prestataires, aux fournisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'était les exemples que je souhaitais vous montrer assez rapidement. Je vous ai mis un petit proverbe chez moi, je termine toujours avec une petite phrase. Si tu veux nourrir un homme une fois, donne-lui un bol de riz. Si tu veux le nourrir toute sa vie, alors apprends-lui à le cultiver. Je pense que c'est la situation avec ces ministères. S'ils ont reçu un bol de riz, ou bien on aura appris à cultiver la mise à jour. Est-ce qu'il y a la mise à jour? Vous savez, l'objectif, quand tous les prestataires qui sont ici, toutes les entreprises qui sont ici vous le diront, lorsqu'on parle d'accompagnement, c'est pour apprendre à faire quelque chose. Et lorsqu'on parle de sous-traitance, c'est pour revenir à faire ces choses. Alors, est-ce que c'est de la sous-traitance ou bien c'est de l'accompagnement? Pour ces entreprises, non, c'était d'accompagnement. Donc ils peuvent le faire, ils peuvent mettre à jour C'est ça l'objectif. C'est qu'ils deviennent indépendants et autonomes. Je vais dire rien. Vous pouvez. On va prendre une question. Pardon. Merci Simone de nous offrir cette possibilité d'échapper un peu à la cartographie pour poser d'autres questions. Justement, moi qui appartenais à un certain moment au ministère dont relèvent les autoroutes. Non, mais je dis dont relève la direction des autoroutes et je fais partie de l'équipe qui a été un petit peu derrière la création de la société des autoroutes. Ma question est la suivante. Comment ils peuvent agir sur un marché public en connaissance en la maîtrise de ces informations, de ces données sur une entreprise? Quand vous voulez dire marché public, c'est-à-dire qu'il est déjà attribué ou pas? Donc il lance un appel d'offres. Alors s'ils savent qu'il a un compte qui s'est écroulé ou il a un marché régulé Non, alors il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Voilà, exactement. Il y a deux niveaux. D'abord, on va identifier qui risque d'y répondre. On ne va pas forcément être à 100%. Il y a toujours quelques acteurs nouveaux qui arrivent. On ne les a pas détectés. Mais d'abord, on identifie qui risque de répondre à ce type de prestation. Je veux dire, on n'est pas dans une prestation d'achat d'ordinateur, de PC ou de Mac. Là, construire des ponts, des autoroutes, je veux dire, on les compte sur les bouts des doigts, quoi. C'est pas... Donc on se dit, qui risque d'y répondre? Quand on détecte qui risque d'y répondre, on fait sur chacun ce qu'on appelle une investigation. Alors, financière, réputation, tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, il y a toujours des entrants qu'on ne détecte pas. Ça, c'est en amont. Mais en aval, ce qu'on ne fait pas tout le monde, c'est de surveiller aussi ses fournisseurs et ses concurrents. C'est pas parce qu'il a signé le marché que ça y est, c'est fini. Il faut continuer à avoir un œil sur lui. Et non pas ce qui se passe juste pour moi, mais ce qui se passe aussi chez mes concurrents, je ne sais pas, les autoroutes tunisiennes, s'ils travaillent aussi pour eux, et ce qui se passe dans les autres pays et dans les autres langues. Là, la cellule de veille, elle n'est pas française uniquement. Il faut qu'elle traite l'espagnol, il faut qu'elle traite l'anglais. Après, bien sûr, les gens, il faut qu'ils suivent derrière, il faut qu'ils le parlent. Mais c'est ça, c'est l'objectif. Des entreprises comme ça sont des entreprises internationales. Elles travaillent partout. Elles peuvent être en Albanie, elles peuvent être n'importe où. Donc il faut surveiller tous ces endroits pour les incidents. C'est un gros travail au début pour le faire. Mais après, c'est une question de mise à jour. C'est le début qui est difficile. Après, ça roule. J'ai répondu à la question. Une dernière question, madame. Oui, mais le ministère des Finances, je n'ai pas travaillé avec eux. Vous avez une expérience, c'est-à-dire que vous avez des détails sur Non, parce que la gestion. parce que j'avais lu l'étude il y a très longtemps, c'est plus ça. D'accord, donc on n'a pas de détails. Non, je n'ai pas de détails particuliers sur ça. C'est pour ça que j'ai précisé, attention ministère, je n'ai pas travaillé avec eux. C'était pour donner l'exemple. Voilà, il fallait que je tombe en plus sur quelqu'un du ministère des Finances.
Voilà, on voit en tout cas que les deux dernières communications nous montrent que on n'a pas forcément besoin d'avoir des big data pour faire de la cartographie stratégique. Là, on a deux exemples avec des données, pas forcément avec des grandes volumétries, mais qui se prêtent tout à fait à l'utilisation de la cartographie. Je vous propose qu'on fasse une pause d'une dizaine de minutes avant la table ronde finale et les conclusions. Merci.